Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une invitée dont le partage va faire écho à mon dernier épisode solo, l'épisode 31. Si vous ne l'avez pas encore écouté, j'y parle de naturopathie et de comment remettre l'écologie au cœur de notre pratique. Aujourd'hui, je reçois Virginie Coutances du compte Instagram V comme Vivant, qui a justement fait le choix de remettre l'écologie et le vivant au cœur de son activité. Je connais Virginie depuis des années et j'avais à cœur de faire découvrir son parcours qui est plein de courage et d'engagement. Bonjour Virginie, comment vas-tu ? Bonjour Marion, ça va bien, merci et toi ? Bah ouais, je suis très contente d'avoir ce moment avec toi. Comment tu te sens là avant de commencer l'épisode ? Écoute, très bien, plutôt en forme et contente d'être ici pour échanger. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et puis nous décrire ton activité ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Virginie, j'ai 38 ans. Aujourd'hui, je vis dans un petit village en Bourgogne et j'y habite avec mon compagnon et mon chien, Rolly. Je suis entrepreneuse dans le domaine de la permaculture depuis environ 7 ans et ça représente plusieurs activités différentes. À la fois, j'accompagne des particuliers dans toute la démarche de transition écologique et puis à comprendre les bases du fonctionnement du vivant, à gagner en autonomie alimentaire aussi. Et ça se passe à travers des stages que j'anime de 2 à 3 jours en immersion, mais aussi des ateliers découvertes, des visites commentées de jardins ou de lieux inspirants. J'ai aussi une autre activité en parallèle où j'accueille dans un écogîte que j'ai rénové, des groupes d'amis, des familles et aussi des retraites bien-être qui sont vraiment propices au ressourcement et puis qui sont vraiment qui se passent au cœur du vivant. Et j'ai une troisième partie d'activité qui est plutôt autour de la structuration de jardins nourriciers. Ce sont souvent des jardins qui sont plutôt pédagogiques et collectifs. Et je coordonne aussi des projets autour de l'alimentation durable sur mon territoire. Et ça, c'est très souvent plutôt avec des publics scolaires, des enfants, des adolescents. Et avant ça, j'ai travaillé dans le monde de la cosmétique pour les laboratoires à La Roche-Posay. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Je crois que c'est il y a plus de 10 ans maintenant. Ça doit faire plus de 10 ans qu'on s'est connus. Et effectivement, on a fait le choix toutes les deux à un moment différent, un petit peu en décalé, mais de prendre un autre chemin. Justement, tu vas nous raconter, toi, comment s'est fait cette transition entre les cosmétiques et aujourd'hui ce que tu fais. Il y a à la fois, il y a à la fois on va dire un lien, une évolution, petit à petit, puis à la fois quand même, une grosse rupture qui s'est passée. En fait, j'ai travaillé 4 ans dans l'univers des cosmétiques et au bout de 2 ans, j'ai fait un burn-out que j'ai pas forcément expliqué sur le moment, mais qui, finalement, enfin, avec le recul aujourd'hui, je pense qu'il regroupait à la fois, un aspect autour d'un mode de vie qui me convenait pas et peut-être d'un rythme d'activité d'un environnement de travail qui était pas, forcément épanouissant pour moi et puis, un gros problème qui était, de l'ordre du manque d'utilité, sociale et environnementale dans les tâches que j'accomplissais au quotidien. Et donc, le bénéfice, on va dire, de cette, «crise» entre guillemets, c'était
C'est que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions et à me demander vraiment ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé vraiment par des tout petits pas, à côté de mon travail parce que j'ai continué à travailler pendant encore 2 ans après ça et c'est passé par, voilà, des réflexions, des lectures, beaucoup de marches, plus de liens avec la nature, avant de couper complètement, démissionner et partir 1 an au Québec, dans l'objectif, vraiment d'ouvrir les horizons et de me laisser de l'espace pour, aller chercher des inspirations. C'est intéressant cette, notion de l'inspiration, qu'est-ce qui, tu peux nous raconter un petit peu, les différentes, personnes ou choses qui t'ont inspiré pendant toute cette, transition? En fait, j'ai été inspirée par, à la fois des gens, des rencontres et puis, finalement les choix que ces gens-là ont faits, les positions, courageuses qu'ils ont pris, les transitions qu'eux ont fait et même les activités qu'ils ont choisies, par des lieux, par des énergies, des dynamiques, on va dire. La première rencontre que j'ai fait donc quand je suis partie au Québec, j'ai passé 1 an là-bas, c'est il y a bientôt, 10 ans maintenant, c'était en 2015 et à ce moment-là, je suis allée rencontrer des personnes qui m'inspiraient, de par leur parcours et j'ai cherché en fait, des activités qui pourraient me faire sens pour moi. Ma première rencontre vraiment un peu transformatrice, c'est avec le, cofondateur de la marque Oneka, qui s'appelle Philippe, qui a lancé une marque de soins, d'hygiène, bio, fondée sur les plantes sauvages québécoises et puis sur un engagement très fort pour le respect de la terre et de la nature. Et puis Philippe, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un c'était un ancien hockeyeur professionnel, donc il a vraiment fait le choix d'une, reconversion, radicale avec un mode de vie, plus rustique, à la campagne, et une activité qui soit vraiment au contact de la nature et des éléments. Et en fait, cette, ce courage de recommencer comme ça et de cette reconversion et du choix radical aussi de vivre à la campagne quand on a vécu dans un environnement très urbain et puis avec un rythme professionnel, on va dire haletant, ça m'a parlé et c'est ce choix que j'ai fait moi aussi en rentrant du Québec, de m'installer à la campagne, de choisir un mode de vie en lien avec la nature au quotidien et ça a été une inspiration et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, sur ce chemin-là aujourd'hui et pour ma santé et pour mon rythme de vie. Cette inspiration-là, elle m'a posé les bases d'un mode de vie différent, qui correspondait plus à ma sensibilité, mon caractère et puis mes envies. Et puis après, il y a eu un 2e axe qui a été la découverte de la permaculture et de cette, philosophie de vie qui aujourd'hui est à la fois, moi, on va dire mon moteur dans mon quotidien personnel, mais mon outil principal dans mon métier. Donc l'approche de la permaculture, c'est une approche, qui se base sur, s'inspirer de la nature pour concevoir des écosystèmes humains dans lesquels les humains vivent bien et en harmonie avec leur environnement. Donc l'objectif, c'est qu'ils vivent heureux et bien, tout en respectant, tout ce qui les entoure et en améliorant, leur environnement pour eux et pour les générations futures. Et donc cette approche-là, moi, elle m'a fait me dire: «OK, ça, c'est des principes de vie qui sont pertinents pour moi et ces principes de vie, j'ai envie qu'ils soient dans mon quotidien et qu'ils soient, les éléments de base, pour, mon métier. J'ai envie de pouvoir transmettre ça». Donc c'est ce que je fais aujourd'hui à travers les stages, que j'anime, et puis c'est aussi un outil de conception de tous les projets et de tous les jardins que, j'accompagne dans mon quotidien. Donc cette découverte-là, elle a été un déclic et puis elle est un fondement de ce nouveau chemin, pour moi. C'est fort ce que tu dis sur la permaculture, comme une philosophie de vie. Enfin, je le retrouve un peu dans ma vision de la naturopathie où maintenant finalement plus qu'une pratique, c'est plutôt une philosophie de vie et au fond, quand je t'entends décrire la permaculture, je ressens un peu la même philosophie de vie finalement, cette harmonie avec la nature et du mieux vivre. Et j'ai quand même une question à te poser, moi qui suis encore, restée en ville. J'ai pas encore fait le choix du grand saut, pour différentes raisons et je suis vraiment admirative des personnes qui le font. Tu as des exemples de villes qui mettent en pratique la permaculture où tu penses qu'on peut intégrer,
les principes de la permaculture dans les villes. Et quand je parle de villes, je parle aussi des grandes villes. Enfin, moi, je vis à Paris, par exemple. Oui, alors ça dépend des tailles de villes, mais je sais qu'il y a des villes comme Nantes, qui ont vraiment intégré cette approche-là, de plus en plus dans leur mode d'urbanisme, qui intègrent, on va dire des espaces qui soient des espaces nourriciers, au sein, par exemple, de leurs espaces verts. Et je pense que les villes de plus en plus, vont dans cette direction-là. À Paris aussi, depuis 10 ans, depuis un peu plus de 10 ans que j'ai quitté Paris. À chaque fois que j'y retourne, je trouve de nouveaux espaces, on va dire qui sont plus en lien avec la nature. Donc oui, je pense que c'est compatible, et je pense qu'il y a des villes qui sont plus avancées que d'autres, sur ça. Et après je pense que la taille, que oui, voilà, qu'il y a des tailles critiques, qui permettent, des organisations, on va dire, par quartier pour les plus grandes villes ou des petites villes qui peuvent se permettre d'avoir, beaucoup plus, de travail, sur, la logistique, les transports et cetera. Et justement, au Québec, tu as trouvé que c'était nettement mieux mis en pratique par rapport à la France? À cette époque-là, oui. Il y a 10 ans, j'y suis aussi allée pour ça et moi, j'ai vécu à Montréal pendant 1 an, donc je j'ai pas en allant au Québec, j'avais pas encore fait ce choix de vivre dans un univers très rural. Et à Montréal en particulier, il y avait déjà en place depuis plusieurs années des écoquartiers, avec des quartiers dans lesquels les gens s'organisaient entre eux pour, recréer des espaces, de nature. Heu, il y avait déjà des fermes, en agriculture urbaine très implantées, très, très proches des centres-villes. Heu, moi, je travaillais dans des jardins partagés qui étaient des jardins collectifs dans des quartiers justement très urbanisés. Donc oui, il y a 10 ans, je pense que c'était une ville qui était particulièrement avancée. Je pense que cette avance, elle l'a maintenue et moi, elle m'a beaucoup apporté. En tout cas, c'est ce que j'ai aimé dans cette vie-là. Et du coup, c'est, en rentrant du Québec que tu dis tu es partie, vivre en Bourgogne à ce moment-là? Oui, tout à fait et après, c'était aussi un choix pour moi par rapport à ce que tu disais sur, le fait de faire, ce grand saut. C'était un saut peut-être plus facile pour moi dans le sens où moi je suis née et j'ai grandi en Bourgogne et je suis revenue dans une terre, ressource, on va dire. Donc c ça peut être un pas qui pour moi a été, assez évident, alors que pour d'autres ça pourrait être plus difficile. Mais aussi ce qui est marrant, c'est que en fait, au Québec, j'étais basée à Montréal, mais j'ai vraiment, gravité aussi dans des villages, dans certains endroits très en pleine nature, pour découvrir des lieux, des projets, des entrepreneurs qui avaient des projets inspirants qui étaient pas en ville. Et il y a un lieu qui m'a touchée particulièrement par, sa vocation et son environnement, qui se situait en plein cœur des Laurentides, donc en pleine forêt, qui était à la fois un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu de production puisqu'il accueillait une pépinière, d'arbres, fruitiers et de plantes comestibles et puis c'était un lieu dans lequel, la maîtresse des lieux, accueillait des espaces, féminins autour des rituels de passage qui étaient inspirés des cérémonies amérindiennes et en fait ce lieu-là, j'y ai pas passé beaucoup de temps mais il y a quelque chose qui s'est passé en fait quand, j'ai visité ce lieu. J'ai un souvenir très fort, sensoriel de cet endroit et heu et je pense qu'il y a des lieux comme ça, un peu partout dans le monde, j'imagine, que moi je considère un peu comme des lieux sacrés dans lequel, c'est à la fois des espaces de vie, des espaces d'accueil, mais aussi des espaces de passage, qui sont nourriciers ou qui sont régénérants pour le vivant et qui en plus ont, je trouve aussi un potentiel de guérison et apportent vraiment du mieux-être pour les personnes qui y passent. Et ce lieu-là, c'est ce lieu qui a vraiment inspiré mon retour en Bourgogne et la création du lieu de vie et d'accueil, que j'ai créé, donc que j'ai rejoint et que j'ai créé et lancé officiellement en 2022, où mes parents vivaient déjà et où moi j'avais le souhait de développer des activités et autour du soin, du féminin et du lien avec le vivant. Ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport aux lieux, qui sont hyper marquants. Avant de quitter, L'Oréal aussi, moi j'ai participé à beaucoup de retraites et comme toi en fait, enfin quand je parle de retraite,
Au départ, c'était des retraites de yoga et puis après pas forcément, c'était justement, j'ai souvenir d'une retraite autour du féminin, et que ce soit, justement ce l'impact de ces, comment dire? De ces moments de vie dans des lieux particuliers avec des personnes aussi qui les font vivre et qui tiennent ces espaces. Enfin, c'est hyper marquant en tout cas, et j'ai l'impression qu'à chacune de ces retraites, ça a été une étape de plus franchie dans un cheminement, donc je peux complètement comprendre un peu ce bouleversement, que tu as pu ressentir en visitant ce lieu et ce déclic qui l'a fait naître. Tu m'avais parlé à l'époque et même, on avait fait un live ensemble, en 2022 au moment de l'ouverture de ton du cottage. Où tu en es maintenant 2 ans plus tard? Comment s'est passé et se passe cette expérience? Oui et ben, ce lieu, j'ai eu la chance de pouvoir on va dire l'ouvrir, véritablement en 2022. On avait effectivement fait ce live au moment du lancement. Il y a eu une grande étape qui a été assez longue de rénovation et vraiment d'ancrer dans la matière cette idée et ce projet que j'avais en tête. Donc qui a pris plusieurs années de rénovation, d'installation du jardin et de création du projet. Et en 2022, ce sont les premières retraites, que j'ai accueillies, au cottage des Panas et ça a été, bah, à la fois ça a été pour moi l'atteinte d'un objectif que je m'étais mis et avec ce «rêve» entre guillemets que j'avais, le souhait de réaliser et ça a été, l'ouverture à des rencontres et des espaces de transformation, un peu comme ce que tu expliquais juste avant, assez magiques. J'ai accueilli, depuis un peu plus d'une dizaine de retraites, majoritairement avec des femmes, et puis en partenariat avec, des profs de yoga, donc 2 profs de yoga, Marine et Anne, avec qui on a vraiment travaillé en collaboration pour, créer ces espaces qui soient à la fois des espaces où on revient au corps et des espaces où on retrouve cette harmonie avec notre environnement, que ce soit par ce qu'on mange, que ce soit par les endroits qu'on visite, par, les créations qu'on peut faire pendant le week-end, et puis des espaces de partage qui sont, des partages, comme on a peu l'habitude, d'en avoir entre femmes, dans des lieux un petit peu extérieurs à, nos foyers, à nos lieux professionnels, aux endroits où on évolue, normalement, quoi. Et ça a été, c'est ce que j'imaginais et c'était quelque part bien plus encore que ce que j'imaginais. Donc je suis très heureuse d'avoir, réalisé ça. Il y a une réalité concrète aussi qui a fait que j'ai accueilli aussi des familles et des groupes d'amis, plutôt en format gîte et dans l'idée que le lieu puisse, vivre, régulièrement en dehors des retraites qui prennent un temps, certain à organiser et sur lesquels communiquer. Et en fait, au bout de 2 ans d'activité, je suis très heureuse de tout ce qui a pu être fait. Je suis contente du succès que les retraites ont remporté puisqu'elles ont été pleines, toutes les dernières étaient pleines, là ça s'est terminé, à la fin de la saison au mois d'octobre et en même temps, j'arrive, au choix d'arrêter cette, partie-là de mon activité pour des raisons qui sont des raisons, variées, qui se sont cumulées et particulièrement sur l'équilibre de vie, du lieu qui est un lieu familial avant tout. Cumulé à des envies qui peuvent être différentes au sein des différents membres de la famille, une réalité financière qui va avec et puis une activité qui était de plus en plus où mon quotidien, s'apparentait de plus en plus à énormément de ménage, d'organisation, d'entretien d'un domaine, beaucoup, beaucoup de logistique qui m'éloignait un petit peu du cœur de ma pratique, qui est dans la transmission, autour du lien vivant et je perdais ça. Donc c'était 2 ans, magiques et l'activité s'arrête là, dans les prochaines, semaines. En même temps, j'entends quand tu le dis, sans vraiment de tristesse, enfin comme, il y a eu la concrétisation et la réalisation de quelque chose qui te tenait à cœur, à l'image de, ce lieu que tu avais, découvert,
lors de ton voyage, au Québec et voilà, comme tu dis, bah, les enfin, je pense que dans nos transitions et nos parcours d'entrepreneurs, il y a des étapes et effectivement, il y a beaucoup de «deuil» entre guillemets qu'on traverse, de transformation justement, régulière et de mise à jour et en même temps, ça s'ouvre vers d'autres choses. Oui, c'est exactement ce que tu dis et je trouve que je ressens c'est des étapes de transformation aussi, de soi-même, hein, je trouve et effectivement, en fait, je l'ai vécu en moi. Ça c'est pas vraiment, enfin, à la fois, j'ai bien évidemment fait les prévisionnels, fait les estimatifs, beaucoup échangé. Je me suis appuyée sur des informations, concrètes et chiffrées et cetera. Et en même temps, il y a quelque chose qui s'est juste, posé en moi de manière très sereine, comme tu dis, de dire: «Bah, voilà, j'ai atteint cet endroit que je souhaitais atteindre». J'ai envisagé, toutes les choses possibles. J'ai fait les concessions nécessaires, qui me paraissaient nécessaires et puis à aujourd'hui, c'est une page qui se ferme pour en ouvrir une autre. Complètement. Tu nous raconteras du coup, peut-être un peu plus tard, bah, justement c'est quoi ces autres pages, vers quoi tu évolues. Dans tout ce parcours de transition dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie, «soutenue» entre guillemets par la vie? Alors ça peut être un peu perché comme expression, mais, en fait, j'ai la conviction que quand on fait ces transformations, il y a des choses un peu entre guillemets «magiques» qui se passent ou, qui nous donnent l'impression et nous confortent sur le fait qu'on est au bon endroit et qu'on est sur le bon chemin. Est-ce que tu as vécu un peu ça? Ouais, complètement. Alors, par exemple dans le cadre de mon activité au cottage d'Epana et au niveau des retraites, il y a eu vraiment cette phase où, c'était un projet qui était un projet collectif et pour lequel petit à petit c'est un projet que j'avais initié, en couple et puis on a eu une sépara j'ai vécu une séparation. C'est un projet sur lequel j'avais beaucoup de soutien familial et puis petit à petit ce soutien familial a été moins présent. Et au moment où je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est un projet vraiment que je vais lancer seule. Est-ce que je me sens prête à ça?» J'ai fait cette rencontre, assez magique, qui était Anne, cette prof de yoga avec laquelle j'ai construit ces retraites, qui est une rencontre qui s'est fait par des amis d'amis, donc en dehors du cercle professionnel et qui a fait que vraiment, ça m'a redonné cette énergie, cet élan, que ça m'a confirmé que qu'il y avait, le le besoin en fait de ça, et puis, l'organisation avec elle a été tellement fluide du début à la fin que vraiment je me suis dit: «Bon bah là c'est un cadeau, là faut y aller quoi, donc on y va». Donc ça c'était effectivement vraiment une rencontre qui m'a été, donnée et c'était une belle rencontre. Et puis, peut-être un autre exemple, justement sur l'autre partie de mon activité qui est plutôt autour de la transmission, autour de la permaculture et de tout ce qui est de l'ordre, on va dire plus, du lien à la terre et du jardinage, écologique, des jardins nourriciers. Pendant que j'ai réalisé cette année au Québec, il y a eu toutes ces visites d'inspiration, ces rencontres, qui étaient vraiment de mon fait, c'est-à-dire j'allais chercher, ces inspirations. Bah, j'ai eu, un autre cadeau de la vie qui a été, une association dans lequel j'ai eu la possibilité de faire du bénévolat et c'était une association de jardins partagés là-bas et j'y suis allée vraiment en me disant: «Bon, j'ai très peu fait de bénévolat j'ai pas fait de bénévolat quand je travaillais chez L'Oréal, j'y dédiais pas de temps et c'était pas dans mon mode de fonctionnement». J'ai testé ce bénévolat en me disant: «Chouette, c'est une association qui a des belles valeurs, j'ai envie de donner du temps pour ça» et puis finalement cette association, contre toute attente, parce que j'avais ni les compétences, ni le profil, administratif m'a embauchée, pour cette année et c'est comme ça qu'en fait, j'ai mis le pied à l'étrier d'animer, des espaces collectifs dans des jardins. Et c'est comme ça derrière qu'en rentrant en France avec ce projet, de lieu, d'accueil, j'ai aussi rencontré une association qui a eu le souhait que j'anime des espaces collectifs de jardin et finalement mon activité initiale, elle a démarré comme ça, par, la confiance que ces gens m'ont accordée, dans des lieux,
où je donnais seulement, du temps et de mon énergie. Ce qui me marque dans ce que tu partages, c'est, finalement, les cadeaux de la vie, ça revient aux rencontres et bah, de cette importance du lien entre nous, entre les personnes, et que c'est réellement, les rencontres qui tissent aussi, nos parcours et ça me touche beaucoup en ce moment parce que je, bah, je partage beaucoup autour du fait que je pense que la majorité de nos problèmes aujourd'hui sont quand même sociétaux et notamment, le fait qu'on soit dans une société très individualiste et qu'on l'est déjà aujourd'hui et on y va de plus en plus. Enfin, je trouve que ça se renforce de plus en plus. Ça pose un vrai souci parce que justement, sans ces liens, aujourd'hui, enfin, je trouve que c'est vraiment, compliqué en fait, d'avancer et tout simplement d'être bien et tu vois, pour le partager, moi aujourd'hui j'ai une activité, d'indépendante et je suis beaucoup plus seule dans mon environnement professionnel que quand j'avais des collègues et tout ça et je me rends compte que ça peut effectivement avoir un impact si je fais pas l'effort d'aller recréer ce lien autrement, via, justement, un réseau local, des associations, via, des amis, mais en fait ça peut être très, touchant, je trouve même pour notre équilibre, de santé et tu vois, je m'étais fait la réflexion il y a pas longtemps qu'en consultation, de naturopathie, par exemple, rarement on demande aux gens, quel est leur soutien relationnel, leur maillage, le lien, la quelles sont les qualités des liens qu'ils entretiennent, parce qu'en fait, c'est véritablement, je trouve un trait de notre bien-être, le lien aux autres, quoi. On devrait presque parler d'une hygiène sociale, quoi. Ah complètement. En fait, mais c'est vraiment ça et c'est quand on la perd qu'on s'en rend compte. Et tu vois, je fais une toute petite aparté, mais j'ai une amie qui me partageait hier, justement, une personne en consultation qui, vit seule et qui du coup a beaucoup de mal à se faire à manger, donc mange tout industriel et là, ça m'a d'un seul coup, j'ai eu ce déclic, mais le problème, c'est la solitude. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes qui vivent seules, se faire à manger qui est un acte très social, le fait de manger, c'est quand même une activité quand même beaucoup qui rassemble et ben, c'est un vrai problème pour les personnes seules et d'un seul coup, ça m'a sauté aux yeux. Je dis: «Bah, encore une fois, c'est un problème sociétal», tu vois? Donc ouais, je digresse un peu, sur ce sujet, mais en tout cas, ça m'interpelle vraiment que tu vois, ce sont les rencontres qui font, qui ont aussi, jalonné ton parcours et t'ont, conforté aussi sur ton chemin. Oui, je te rejoins complètement. Moi, je suis quelqu'un qui suis porté par, des rêves et des inspirations et par contre, j'ai besoin de l'énergie collective pour les réaliser et je me rends compte à aujourd'hui, c'est à la fois les rencontres qui m'ont portée, dans ces dernières années et en même temps, me suis aussi sentie, seule pendant pas mal d'étapes et aujourd'hui, c'est vraiment, quelque chose auquel j'aspire, d'avoir des réseaux professionnels et pas que professionnels d'ailleurs, mais en particulier professionnels, qui soient, solides, construits et qui fassent qu'on arrive à gagner en impact et puis à être plus résilient, chacun dans nos activités et à être plus résilient dans notre manière de «transformer le monde» entre guillemets. C'est quoi le fil conducteur, de tout ce qui t'anime aujourd'hui, de toutes tes différentes activités? Et je dirais finalement, le sujet, de société pour lequel tu œuvres? Tu parlais d'impact, justement. Je pense que le fil conducteur pour moi, c'est la préservation du vivant et bah, c'est pas par hasard que le nom de mon activité, elle s'appelle V comme vivant. C'est, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'avoir, cet éveil, si l'on peut appeler ça un éveil ou ce réveil peut-être, qui m'a fait voilà, qui m'a fait me reconnecter vraiment à ce qui était le vivant, ce qui était la nature, à la beauté de ça, à quel point, c'est riche et à quel point la nature qui nous entoure est aussi fragile. Ça m'a fait aussi me rendre compte de notre fragilité puisqu'on est des êtres de nature et donc ce fil conducteur, c'est la préservation du vivant, c'est la et c'est d'éveiller un maximum de monde à la beauté de ce vivant et au fait que, on doit, tout un chacun, heu, avoir des modes de vie et des manières de vivre et peut-être des manières de travailler et des métiers
qui préserve et qui, valorise ce vivant. Et toi, justement, quand tu animes tes stages, tu le vois l'impact concret? Tu le vois la prise de conscience, qui s'est chez les personnes? Oui, et de plus en plus, ce que je vois, vraiment, radicalement, c'est, en 4 ans d'animation de stage, je vois déjà à quel point les personnes qui viennent en stage sont déjà beaucoup plus, engagées et impliquées, qu'il y a 4 ans. Je trouve que les notions sont beaucoup plus, les notions de dérèglement climatique, les notions des limites de notre planète, le champ d'action dans lequel on peut travailler, chacun. Il y a déjà beaucoup plus de connaissances, et d'informations qui circulent sur ça, donc je trouve que sur ça, c'est intéressant. Après, je vois aussi l'avant et l'après stage, qui est plus de l'ordre de: j'avais des notions, mais là, vraiment, on est rentré en profondeur du à quel point, on arrive dans des situations critiques et à quel point notre action est vraiment indispensable et peut vraiment changer la donne. Donc ça, c'est chouette, c'est de et particulièrement, dans mes stages d'initiation à la permaculture, on rentre un peu plus dans la compréhension du sol, et dans la base du fonctionnement du vivant dans le sol et le sol, bah, c'est notre base d'alimentation, c'est notre base de vie et c'est notre base de survie, de construction. Heu, donc donc il y a des compréhensions profondes qui se font dans les stages pour dire: «OK, donc là, j'ai compris à quel niveau de gravité on était. J'ai compris à quel point mes actions ont un impact et j'ai compris à quel point mes actions peuvent changer la donne, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective». Et l'autre pan qui est beaucoup moins de l'ordre du matériel à la fin des stages, mais qui est plus de l'ordre de l'énergie collective. C'est à quel point les gens ressortent avec, des rencontres, des échanges qui les ont fait grandir et à quel point chaque stage crée une petite famille de personnes qui ont, un attachement vraiment à continuer ensemble, à continuer à évoluer ensemble, à s'inspirer les uns les autres, se motiver les uns les autres. Et ça, ça rejoint ce que tu disais sur la démarche collective, quoi, sur l'importance, de faire, société. Moi, je réfléchis à la notion de faire village en ce moment. Faire village, faire famille, faire société, c'est comment est-ce qu'ensemble on on contribue à faire petit à petit évoluer, le monde dans une direction qui nous paraît, plus sensée et plus durable, quoi. Et tu partages que, j'ai déjà vu passer sur ton Instagram où des fois tu fais des actions auprès des enfants. Je sais pas si c'est les écoles, du coin en fait, je sais pas comment ça se passe et tu les sens réceptifs? Comment ça se passe avec les enfants? Les enfants, c'est ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont beaucoup moins perdu que nous, ce lien à la nature. C'est beaucoup moins loin. Enfin, ils sont plus en lien avec leur spontanéité, avec, l'observation, avec le côté interagir, rapidement et immédiatement. Donc, eux, ils sont réceptifs, mais presque plus que nous. Donc, c'est intéressant dans le sens où il y a des choses que je vais leur transmettre de l'ordre de la compréhension un peu plus, scientifique, de la compréhension de l'évolution d'une plante, ses différents de voilà, de son cycle de vie, de ses besoins de soleil, d'ensoleillement, d'eau et cetera. Hem, mais dans les faits, je trouve qu'on a presque plus à apprendre d'eux, qui s'émerveillent beaucoup plus que nous, qui sont ceux qui, les premiers, vont voir qu'il y a un ver de terre, vont te montrer qu'il y a un petit escargot à cet endroit-là. Donc ils ont ce lien au vivant, ils l'ont, presque plus que nous encore. C'est vrai, c'est un truc que j'essaye de transmettre un petit peu à mon fils. Après, comme on vit pas à la campagne, c'est de manière plus, plus pendant les vacances ou autre, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de les initier, à ça, quoi. C'est important. D'un point de vue plus pratico-pratique, ton quotidien, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça a été assez varié au fur et à mesure des années, puisque, en fait, avec mon lieu d'accueil et sans mon lieu d'accueil, ça bascule un petit peu différemment, mais
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grande part, qui est visible, qui est l'animation des, séances de jardinage, des stages, des ateliers. Donc ça, c'est vraiment des temps concrets dans les jardins où, je passe du temps, à faciliter les interactions des gens avec, le jardin. Donc on fait ensemble, différentes activités, d'une préparation de sol à l'entretien d'un compost, de la plantation, des semis et cetera. Avant ces animations, bah, il y a toute la préparation et bien évidemment, et puis en dehors des animations, il y a l'entretien du jardin, et la conception du jardin, l'entretien du jardin qui se passe, là plutôt en solo ou éventuellement avec des personnes, ressources et ça, c'est la partie, vraiment visible. La partie moins visible, c'est toute la gestion de projet donc établir des budgets, réaliser des dossiers de financement, en particulier quand il y a des projets, pédagogiques. La communication qui va avec, faire des liens avec des partenaires locaux, que ce soit des fournisseurs, des institutions, des associations, des écoles et cetera et puis, quand on rajoute le lieu d'accueil, là, il y a vraiment plus un aspect, très concret d'accueil du public, de ménage, d'achat, d'entretien, de réparation, hem, des temps d'échange avec la clientèle, heu, de la comptabilité aussi, bien évidemment. Et puis une autre partie qui se qui est liée un petit peu à la communication, mais qui prend du temps et que j'aimerais à laquelle j'aimerais dédier beaucoup plus de temps, c'est la rédaction de contenu et donc la création des contenus de transmission. Que ce soit des contenus, pédagogiques pour les enfants, ou des contenus qui sont, les contenus des stages où là, il y a vraiment la conception de cours un peu plus théoriques, quoi. Que j'aimerais faire un peu plus, mais aujourd'hui la diversité des activités est, ce que j'aime beaucoup et en même temps ça fait que, je peux pas dédier encore, le temps que je souhaiterais au travail des contenus de pédagogiques, on va dire. Et justement, là, tu en parles un petit peu des choses qui sont peut-être moins faciles, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais et qu'est-ce qui, à l'inverse, est peut-être moins facile? Bah, ce qui me plaît le plus, oui, je l'ai cité, la diversité d'activités. Moi, j'aime faire, diverses choses et ça, c'est un des aspects de l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup, de pouvoir, bah, faire, on va dire, avoir cette gestion de projet, cette vision un peu transversale, que ce soit vraiment de l'animation sur le terrain, à la conception, à, tout l'aspect, financier qu'il y a derrière et à tout l'aspect communication. Ça me plaît beaucoup. La diversité des publics me plaît. J'aime, j'aime travailler avec différentes générations. Heu, En fait, ça me fait rester en lien, je trouve, avec, la société comme elle est et comme j'aimerais qu'elle soit, beaucoup plus, mélangée. Heu, la liberté de mon emploi du temps, clairement, j'ai j'ai beaucoup de liberté dans la manière dans laquelle je m'organise et ça, c'est l'entrepreneuriat dans mes activités me permet ça et puis, bah, le fait ça a été mon choix initial de passer plus de temps dans la nature. D'avoir une activité à l'extérieur, en lien avec le jardin, ça, c'était hyper important pour moi. Même si c'est pas 100 de mon temps et que finalement, c'est même souvent moins de 50 de mon temps, ça reste, un des éléments, essentiels. Si je sais que j'ai une journée par semaine, dans le jardin, c'est une base pour moi de bien-être et d'épanouissement, professionnel. Et puis dans les aspects plus négatifs, enfin, on va dire qui me plaisent moins, heu, il y a le poids, on va dire, de tout ce qui est, obligations réglementaires, normes d'hygiène, de sécurité. Hem, ça me pose des questions sur, la compatibilité de notre société avec, valoriser l'entrepreneuriat, les petits commerces, les petites structures. Je trouve qu'il y a un vrai sujet politique derrière ça, de se dire, est-ce que nos modes de fonctionnement, nos les lois qui nous régissent, et l'organisation, de des entreprises aujourd'hui, est-ce que c'est compatible, et est-ce que ça valorise l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat avec le vivant, en fait? Ça, c'est
Voilà, c'est une vraie question. La solitude aussi, peut peser, à certains moments. Je me sens très entourée, personnellement, très soutenue personnellement. J'ai finalement pas mal d'entrepreneurs autour de moi, mais j'ai des entrepreneurs, on a des activités tous très différentes et donc parfois c'est ça qui manque, ce côté des entrepreneurs pardon, qui ont les mêmes problématiques que moi. Heu, des fois sur des aspects plus techniques ou sur leurs valeurs, sur leurs engagements, sur l'équilibre, engagement écologique et réalité financière. Ça, il y a j'ai j'aimerais pouvoir être plus, en lien sur ces aspects-là. C'est clair, le cette balance, réalité financière et engagement, je pense que c'est le gros point. Enfin, et également, dans le domaine du bien-être, hein, ça rejoint, quand même, souvent une difficulté. Et quand tu parlais aussi de solitude, là où je te rejoins, c'est, on peut être très entouré, néanmoins, on est quand même seul face à nos projets parce que nos projets, on les porte seuls. Et ça, tu vois, moi, je sais que j'arrêtais pas de dire: «Oh, je me sens pas du tout seule, je suis en relation avec plein de gens et tout», et c'est vrai. Ça n'empêche pas, par contre, je porte tout toute seule. C'est-à-dire, toute mon activité, je la porte, enfin, je peux être entourée, autant que je veux, mais ça n'empêche pas que je suis seule, à porter mon activité. Et ça, je trouve que ça peut être un vrai poids, le côté, seule, à tout porter. Qu'effectivement, dans une structure, tu n'as pas ça. Alors il y a plein d'autres inconvénients, hein, mais vraiment ce côté tout porter seul, je trouve que c'est plus dur, encore plus que la solitude, personnellement pour moi. Oui, tout à fait, je te rejoins sur ça. Et ce que tu disais juste avant par rapport à voilà, à cet équilibre, financier, engagement, ce qui est difficile pour moi et un des axes sur lesquels je travaille en ce moment, c'est le fait de devoir défendre que ce que je fais est d'utilité publique et bénéfique pour moi, pour mon entourage, pour mon territoire, pour les enfants de mon territoire, pour les générations futures, à ma toute petite échelle, sans vouloir être, prétentieuse, mais aussi, «pour la planète» entre guillemets et le fait que des activités comme celle-là ne soient pas valorisées à cette échelle-là, quand d'autres activités qui sont clairement destructrices, polluantes, non nécessaires, restent des activités qui sont soutenues et financées par notre système économique et par notre système politique. Ça, c'est un vrai problème pour moi et donc moi, ma démarche en ce moment, elle est de faire le choix d'aller, solliciter l'agrément, ESUS, qui est un agrément qui permet d'être reconnu comme entreprise, de l'économie sociale et solidaire, qui peut permettre d'avoir accès à des financements, mais qui apporte surtout une certaine reconnaissance, de cette démarche d'utilité publique. Ça, ça fait partie des solutions pour moi. C'est pas la seule, mais c'est un axe, qui est désormais important pour moi, qui ne l'était pas auparavant. Et oui, je n'avais fait un épisode sur «Le sens ne paye pas les factures», mais c'est complètement ça, c'est que les activités qui ont du sens aujourd'hui ne sont pas rémunératrices, alors que d'autres qui en ont beaucoup moins, comme tu dis, et qui, au-delà d'en avoir moins, à la limite qu'elles en aient moins, mais surtout qu'elles sont délétères, elles sont rémunératrices. Et tu dis: «Il y a un problème, quoi». Quel a été ton plus gros challenge, depuis toute cette reconversion? Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a eu pas mal de petits challenges qui se sont ajoutés les uns après les autres. Je pense quand même que le challenge auquel je fais encore face aujourd'hui, qui est latent, c'est ce dont on parle en ce moment, c'est de trouver ce juste équilibre entre, l'engagement fort, vouloir avoir de l'impact et vivre bien. C'est-à-dire vivre bien économiquement et avec un équilibre de vie, satisfaisant. Je pense que je suis de plus en plus à cet équilibre et néanmoins, c'est le challenge de fond qui est encore là et qui, pour moi, est vraiment là, sociétalement parlant. Et après, il y a eu un challenge important qui s'est vraiment situé au niveau de mon lieu d'activité, qui était le au cottage d'Epana. Le challenge, il a été de faire, se rejoindre, l'humain, enfin l'humain et l'humain familial, hein, en l'occurrence, avec des projets professionnels.
et en fait de donner toute sa place à l'humain dans, la complexité, la vision de chacun, les peurs de chacun, les projections de chacun. Ça, c'est un challenge que j'ai, pas vraiment relevé. Où j'ai beaucoup appris, on a tous beaucoup appris, où j'ai fait ce que j'ai pu, mais où j'ai vu à quel point, le facteur humain pouvait être, le point, de blocage ou de non enfin, qui qui arrête un projet, on va dire. Et tu vois, ça fait, c'est un peu comme si je voyais l'autre pendant de tout ce que je disais tout à l'heure sur le lien, le côté social et autres. Et ben, c'est comme si à la fois c'est ce qui nous porte et qui fait que justement ces rencontres, qui vont avoir, ça va être à la fois quelque chose qui nous nourrit énormément et l'autre pendant, c'est que parfois justement le côté humain est le frein et justement même presque collectivement aujourd'hui, des fois notre incapacité à bouger, à faire des choses, enfin des fois c'est simplement l'aspect humain et la difficulté des fois à s'entendre sur certains sujets, à trouver des solutions qui fait que des fois on reste bloqué là quoi et c'est fou quoi. Exactement, et c'est et tu vois, c'est une vraie réflexion que j'ai. Moi, j'ai eu cette envie pendant 10 ans de réussir à mettre ensemble avec, voilà, d'essayer de mettre ensemble, ces humains qui étaient les humains, pour moi, on va dire les plus proches, qui étaient, ma famille, mon conjoint, mes partenaires professionnels, et de réussir à équilibrer ça au sein d'un même lieu et au sein d'un même projet. À aujourd'hui, j'ai une vision bien différente qui est de se dire, comment est-ce que, je favorise des espaces de lien, qui soient des espaces de lien à 2, à 3, sur des sujets qui nous rejoignent, et je réfléchis beaucoup plus à qu'est-ce que je partage, ce que tu disais tout à l'heure, comment je fais grandir mes relations par exemple au sein de mon couple. Qu'est-ce que je partage au sein de mon couple et à quel endroit je m'arrête dans ce que je partage au sein de mon couple? Qu'est-ce que je partage, avec un associé ou une associée de confiance? Qu'est-ce que je partage avec mes voisins, dans lequel on a un lieu de vie commun dans un village? Qu'est-ce que je partage au sein d'une association dans lequel je suis, bénévole, qui est une association autour du jardinage écologique? Et finalement, je trouve que c'est aussi le fait d'être présent dans des espaces collectifs différents qui peut permettre, on va dire, de faire grandir cette capacité collective, mais qu'on soit tous à des endroits différents, sur des sujets différents, impliqués différemment collectivement. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu as déjà imaginé, abandonner? Alors tu nous as parlé aujourd'hui de l'abandon, du projet du cottage, mais je parle de manière plus générale, tu vois? Même, le moment où on se dit: «Bon, en fait, je vais reprendre un boulot salarié», enfin, tu vois? Ce genre d'abandon. Alors non, pas du tout. Alors reprendre un boulot salarié, non, je suis jamais arrivée à ce point-là. Alors c'est un peu, en tout cas, je me suis jamais dit: «Je vais reprendre un job dans une grosse entreprise, qui soit pas trop aligné avec mes valeurs, mais qui me permette de payer mes factures». Ça, je suis partie trop loin peut-être pour me dire que pour renoncer à tous les bénéfices en termes d'épanouissement personnel et puis d'équilibre de vie et donc de santé et de bien-être, pour, repartir en arrière. Et puis je suis encore très, portée par ce que je fais, en fait. Heu, Après j'ai pu me poser des questions, j'ai pu voir des projets très inspirants autour de moi se structurer, avoir des besoins en termes de personnes, quoi, et me dire: «Est-ce que je ne rejoindrais pas ce projet-là pour soutenir leur cause et mettre de côté, entre guillemets, «la mienne» puisqu'on a une cause commune, très proche?» Ça, j'ai pu me le dire. C'est pas le choix que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plutôt à me dire, je continue à collaborer de plus en plus, à de plus en plus d'endroits, et peut-être, demain à créer une structure collective avec d'autres gens. Mais, et je pense particulièrement à l'endroit où je j'anime des stages à la ferme des Ruas. Voilà, on a une collaboration de plus en plus, enrichissante depuis 4 ans, et on réfléchit à quelle est la prochaine étape de collaboration. Est-ce que ça passe par, s'associer au sein d'une structure, ou pas? Donc c'est plutôt de cet ordre-là, de dire,
à quel endroit je fais évoluer, enfin, ouais, comment je fais évoluer mon activité avec, des outils qui peuvent être des outils, d'une structure collective ou non. Mais je suis pas prête, non, je me sens pas du tout de repartir, dans une structure, dans un métier comme avant, et je me sens très loin aujourd'hui des métiers comme les métiers que je faisais, chez L'Oréal auparavant, tout en échangeant quand même encore avec des gens qui font ça, je me sens je suis heureuse en fait, du chemin que j'ai parcouru. Ouais, je peux complètement imaginer. Qu'est-ce qui te pousse justement, tu dis: «Aujourd'hui, je suis encore portée», et qu'est-ce qui te pousse à continuer malgré les challenges que tu peux rencontrer, malgré justement cette difficulté des fois économique, enfin, en tout cas quand tu disais tu y arrives dans ton quotidien, mais il y a quand même comme si c'était un sujet de fond qui est quand même, qui reste présent, quoi? Ce qui me pousse à continuer, il y a plusieurs aspects. Il y a un, si je regarde très concrètement, au quotidien, les informations et la réalité de notre pays et de notre monde, ça me fait me dire que, faut pas lâcher vraiment et qu'il y a beaucoup de choses à faire et je crois en fait toujours, vraiment à cet autre chemin qui est possible, dont tu parles et que tu fais, grandir aussi grâce à ton podcast. Il y a aussi le fait, de me concentrer dans mon quotidien, sur, ce qui moi m'émerveille, me donne de la joie et ce qui me paraît utile. Et donc ça peut être, des choses très concrètes de dire, bah, planter des arbres, animer un espace qui fait que des enfants sont en pleine nature et travaillent, les mains dans la terre. Faciliter, un espace de stage où des gens vont se rencontrer et se sentir, ben, enrichis, reliés et vont avoir plus de motivation pour continuer. Voilà. Dans chacune de mes activités, je vois vraiment toutes ces choses qui me font me dire, «Je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Je La place que j'ai, elle, elle a du sens et elle a de l'utilité». Vraiment. Et puis je me rends compte aussi, en fait, récemment, j'ai lu et je le vois, en fait, que beaucoup des personnes qui sont très inspirantes pour moi sont des personnes qui ont passé un message, fort, le même, grosso modo, continuellement et toute leur vie, de leurs, 20-25-30 ans à leurs 90-95 ans et ça m'inspire aussi de me dire que, bah, c'est peut-être ça aussi l'équilibre, pour moi. C'est de dire, ben, ce message qu'on m'a transmis, ben, c'est ce message-là qu'il faut que je continue de transmettre, toute ma vie, quoi. Donc ça me pousse aussi à continuer, pas à pas. C'est qui ces personnes? T'as des noms, à citer? Oui, bah, après c'est des personnes plus de l'ordre de philosophes, mais je pense à Pierre Rabhi, par exemple, qui a vraiment ce lien à la terre et qui a transmis, jusqu'à la fin de sa vie, cet attachement à la terre et le fait que le retour au lien avec le vivant était important. Hem, je pense à Satish Kumar, qui est aussi, quelqu'un une personne qui se bat, précepte de Gandhi et puis qui se bat aussi pour le vivant et qui a ces messages, clés autour du vivant. C'est pour moi des personnes qui ont finalement eu un message assez, clair et qui ont construit autour de ce message-là, mais le message reste le même, tout au long de leur vie. Comment tu fais pour rester cohérente, entre tout ce que tu transmets et ton quotidien, la réalité de la vie? Je fais du mieux que je peux, mais bah, c'est plus facile, quand on choisit un métier qui incarne ses valeurs, c'est «plus facile» entre guillemets puisque ce que je transmets dans mes stages, c'est tout ce que moi j'expérimente. Donc à l'échelle individuelle, bah, j'essaye, d'incarner au mieux, dans toutes les sphères, le fait de manger bio, local, de saison, le fait de me soigner, par des soins naturels, le fait de rénover écologiquement ma maison et cetera. Et puis tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, mais à l'échelle collective, ma démarche, elle est quand même, d'être de plus en plus impliquée dans des espaces où on a des intérêts communs. Donc dans une association locale, de jardinage écologique, mais je suis aussi,
sociétaire de mon fournisseur d'électricité qui est le fournisseur Enercop qui fournit de l'électricité renouvelable. Je suis sociétaire d'un groupement forestier, donc c'est des petites actions, mais de soutien d'un espace, collectif. Donc c'est voilà, j'essaye, un peu dans toute la sphère, enfin, on va dire à 360 dans tous les aspects de ma vie, d'incarner ce que je transmets. Après, c'est pas parfait. La vie à la campagne, on en parlait tout à l'heure, fait que j'ai un usage de la voiture encore quasi quotidien, qui fait que dans la démarche d'une empreinte carbone, limitée et ben, cet, aspect-là est un point noir pour moi, mais c'est un chemin. Et une des questions que je voulais te poser parce que c'est un sujet qui est revenu quand même souvent, et qui est un sujet de cœur, la difficulté économique, justement dans nos activités. Quel est ton rapport à l'argent aujourd'hui? Moi, j'ai un papa qui a grandi avec très peu de moyens et qui a beaucoup travaillé, toute sa vie pour, qu'on manque de rien. Donc ça a quand même marqué, mes débuts et ma volonté, en faisant des études et en travaillant, pour La Roche-Posay, d'être autonome financièrement. Donc c'est important pour moi, l'autonomie financière, elle est importante pour moi. Ma vision actuellement, elle est de je me rends compte que, souvent, quand il y a beaucoup d'argent, c'est pas toujours compatible avec des choix durables et ça, je le vois dans des projets, je le vois dans des foyers. Je trouve parfois que c'est difficile de faire, vivre ensemble beaucoup d'argent et des choix durables. Donc c'est ce juste milieu que je trouve, difficile à trouver et je pense différent pour, chaque personne. Mais, moi ce qui est sûr, c'est que l'approche de la permaculture, elle parle aussi d'une approche de sobriété. Pierre Rabhi parlait de la sobriété heureuse. Qu'est-ce que ça représente en France, comme salaire, moyen? Enfin, comme salaire idéal, on va dire, j'ai du mal à le dire, mais ce qui est sûr pour moi, c'est que j'apprends à faire de plus en plus avec moins de moyens. J'ai fait le choix de diminuer fortement mes revenus en faisant ce choix radical de vie. Je suis passée, on va dire, de revenus, proches de 4 000 € par mois à des revenus plutôt proches de autour de 1 500 € par mois. Ça, c'est des montants de base, hein, mais ça donne quand même une idée. Donc je vois qu'une vie plus épanouie est compatible avec, un salaire plus bas. Après, je pense que la solution, elle est pas que autour de ça. Je pense que cette solution du collectif, de l'entraide, de repenser ensemble les fonctionnements, enfin, ouais, les fonctionnements collectifs, de solidarité et d'entraide sont des éléments qui sont importants. Et donc moi, je me sens pas, je me sens bien avec ce que je gagne aujourd'hui. J'aimerais gagner un petit peu plus par mon activité. J'aimerais que mon activité soit plus stable financièrement, mais je crois aussi dans le fait que la sobriété et donc une certaine descente à l'échelle, de notre pays pour, une majorité de enfin pour beaucoup de personnes, elle est nécessaire aussi vers un monde qui soit plus durable. C'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect que avoir plus d'argent n'est pas forcément compatible avec un mode de vie, écologique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas, par exemple, manger bio ou consommer, des marques plus durables parce qu'elles sont plus chères. Par exemple, en vêtements, tu vois, entre de la fast fashion, faite en Chine et du made in France. Donc, j'ai l'impression que c'est souvent une question de: «Je ne le fais pas parce que j'ai pas assez d'argent» et du coup, d'aller voir ton point de vue que oui et à côté de ça, un mode de vie de trop d'aisance n'est pas non plus, bénéfique. En fait, c'est une conviction. Après, je pense qu'il y a des échelles. Je pense qu'il y a des échelles et effectivement, quand on gagne un SMIC, il est évident que c'est compliqué à aujourd'hui de gagner un SMIC et de pouvoir s'acheter des vêtements éthiques. Même si on s'achète que 2 ou 3 vêtements par an, quand on a des enfants et quand on a un crédit. Donc ça, cette réalité-là, elle est claire et nette aujourd'hui pour moi. Je trouve que la sobriété, elle te pousse parfois à une écologie, à un souci de, réparer, à un souci d'entretenir,
du matériel, par exemple, un souci des fois à chercher des solutions qui soient plus créatives pour faire avec moins. Alors que l'abondance financière, ben, parfois, l'abondance financière, déjà, elle est souvent liée à un manque de temps ou à beaucoup de temps qui sont dédiés au travail et elle te pousse pas forcément justement à avoir ce souci d'économie et elle peut mener parfois à des choix faciles, des choix de consommation qui sont plus faciles pour soi, parfois au détriment d'autres personnes sur la planète, parfois au détriment, de la nature de manière générale. Ouais, je comprends mieux ce que tu veux dire, ouais. Comment tu te vois évoluer à l'avenir? Bah, là, je suis dans une phase de transition et je me laisse l'espace d'avoir cette phase de transition puisque je ferme, actuellement le lieu d'accueil. Donc je me laisse du temps pour, projeter, on va dire, précisément la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de pouvoir, structurer, on va dire, plus posément. Les 10 dernières années, j'ai l'impression que j'ai beaucoup, beaucoup fait dans la matière, expérimenté. En créant des jardins, en rénovant, en animant, j'étais vraiment beaucoup dans le faire. Là, j'ai l'envie de passer un peu plus de temps sur la rédaction, la réflexion, la construction, la conception pour, peut-être augmenter ma capacité de transmission et puis tout à l'heure, j'en parlais aussi un peu, mais c'est l'envie du faire ensemble. Je me vois évoluer plus sur des aspects de collectif, de quelle part je prends dans quel collectif. Il y a cette réflexion de s'associer, de m'associer à la ferme des Ruas et puis sur des programmes, sur lesquels je travaille en ce moment, avec les écoles, il y a vraiment un gap qui s'est passé, entre, on va dire, il y a 5 7 ans et maintenant, qui est de se dire maintenant on travaille à 3 4 co-animateurs, ou on travaille à 4 5 structures pour concevoir des programmes. Donc ça, c'est vraiment cette démarche collective, elle est nouvelle pour moi et je me vois évoluer, plus dans ça. Et par contre, garder ce lien à la nature, de manière très régulière et puis cette préservation du vivant, comme fil conducteur. Ça sera toujours une partie de la partie centrale, on va dire, de mon activité. On arrive à la fin de cet épisode. Ce podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Selon toi, lequel? Pour moi, cet autre chemin possible, il a été inspiré de la permaculture. C'est un chemin, c'est sûr, qui est plus proche de la nature, qui est plus en lien avec les humains qui nous entourent, qui nous permet de créer plus de liens. C'est un chemin qui est plus en harmonie avec notre environnement. Ce chemin-là, pour moi, il est aussi, il y a une part d'ambition dans la démarche de sobriété dont je parlais tout à l'heure et puis un côté, qui soit, créatif pour, faire émerger des modes de vie, des métiers, des fonctionnements qui soient, joyeux, apprenants, sereins et durables. Et moi, je suis convaincue que ce chemin, il existe, que chacun doit créer son chemin unique, mais que ce chemin, il existe déjà pour tout un tas de gens. Que ce chemin, c'est aussi un chemin où on arrête un peu de courir et où on vit, vraiment. Et moi, je crois aussi dans un chemin qui est plus marqué par l'autonomie. Et l'autonomie qui ne veut pas dire, ne pas faire de lien. Voilà, l'autonomie pour nous aider à faire autrement, tout en restant en lien. Est-ce que tu as une actualité à nous partager, Virginie? Eh ben, le programme des stages 2025, est en ligne sur le site sur lequel je travaille. Donc j'anime, l'année prochaine 4 stages qui sont des stages, d'initiation à la permaculture, des stages en immersion de 3 jours pour les personnes qui ont vraiment le souhait d'approfondir, cette démarche de transition écologique dans une vision un petit peu transversale et que ce soit au jardin, mais aussi dans leur mode de vie. Et puis des stages de 2 jours qui sont un peu plus pratico-pratiques, autour de l'autonomie alimentaire, de la cuisine des plantes sauvages et cetera. Donc heu, donc si vous êtes intéressé par ça et ben, je vous invite à faire un petit tour sur, le planning de 2025. Et puis ça peut être un chouette cadeau aussi à faire, si c'est un projet que vous avez pour vous, que vous avez en couple, ou si vous avez un proche, qui a ces réflexions-là et cet engagement-là. Ça peut être un joli cadeau aussi, à proposer, pour Noël.
Ouais, carrément, de faire des cadeaux immatériels et des cadeaux plutôt expérientiels et qui vont marquer, qui apporteront beaucoup de sens, c'est clair. Et en plus, c'est des choses c'est que là aussi, je trouve que pour les cadeaux de Noël, des fois, on manque de créativité, où on est là à chacun faire notre cadeau, alors qu'en fait, on pourrait se regrouper davantage pour mettre plus de budget vers quelque chose qui est justement, qui a plus de sens et qui effectivement offrir tout seul un stage, c'est peut-être pas forcément évident. Enfin, j'arrête pas de me dire qu'effectivement, on pourrait raisonner autrement pour les cadeaux de Noël et trouver des meilleures solutions, avec moins de consommation, quoi, carrément. Donc super idée Virginie et je suis sûre que ça va être, en tout cas j'ai eu des échos de tes stages et je sais que c'est de belles expériences, et très ressourçantes et régénérantes, les mains dans la terre, quoi. Super, bah, merci beaucoup Marion. Je te remercie Virginie pour tout ton partage, c'était vraiment un beau moment et un parcours, magnifique que tu nous as partagé. Merci Marion, merci à toi de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que comme moi, vous avez aimé le partage de Virginie. Virginie est un des nombreux exemples que j'ai autour de moi de personnes qui ont démarré leur vie professionnelle dans un milieu très conventionnel, qui ont vécu malheureusement des burn-out ou des énormes pertes de sens et qui ont vraiment su rebondir et reconnecter avec leurs envies profondes. Ce que je retiens du partage de Virginie, c'est le fait d'aller chercher de l'inspiration ailleurs quand on est perdu et d'aller justement s'inspirer et le pouvoir des rencontres que l'on peut faire et qui peuvent véritablement changer notre façon de voir la vie et changer notre vie. Le fait qu'on peut faire des choix radicaux dans nos changements de mode de vie, et ça dépend vraiment des personnes. Pour certaines personnes, ce sera très progressif et pour d'autres, le choix radical sera une solution. Et je connais beaucoup de personnes qui sont dans le doute, qui hésitent, qui ont peur du changement. Et Virginie le rappelle finalement qu'elle n'a jamais regretté. Et moi aussi, je peux témoigner que je n'ai jamais regretté ce changement de vie. J'aime l'idée de voir la permaculture comme une philosophie et d'embrasser pleinement nos pratiques de transmission, qu'elles soient pour moi la naturopathie, le coaching ou la permaculture pour Virginie, véritablement comme des valeurs de vie. Je trouve important ce que rappelle Virginie sur la notion de sobriété heureuse et aujourd'hui d'appeler à cette décroissance dont le monde a besoin pour se soutenir écologiquement et qui ne veut pas dire et qui peut nous permettre de trouver tout autant de joie et notamment d'aller reconnecter à cette puissance du collectif qui est aujourd'hui indispensable pour notre avenir. Cette dimension de l'entraide, du collaboratif, elle est vraiment essentielle. Donc je vous remets les contacts de Virginie, la liste des stages dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé ce partage, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à l'envoyer à des personnes qui sont dans ces réflexions. Je trouve que vraiment ce sont des témoignages qui ont vraiment besoin d'être diffusés largement. N'oubliez pas de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute ou de mettre un petit commentaire. Je vous retrouve bientôt pour un dernier épisode qui sera en solo pour conclure cette année 2024. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira et sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com pour découvrir toutes mes offres d'accompagnement. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.